Bonjour, aujourd'hui Ipata vous amène à la rencontre d'un artiste qui a été visionnaire, un créateur qui fusionne musique et technologie pour réinventer l'afrofuturisme, Caleb Rimtobaï, alias Afrotronics. Ce soir, nous allons explorer un sujet qui suscite beaucoup de débats et d'interprétations des fantasmes et des rêves. Qu'est-ce qu'est la réussite ? Bonjour Caleb Rimtobaï, alias Afrotronics. Vous savez que vous êtes notre premier invité et que vous ouvrez le bal. Donc vous serez un peu peut-être notre aussi porte-bonheur, on espère. En tout cas, c'est un honneur. Merci. Caleb, comment définissez-vous personnellement la réussite ? Est-ce une question de reconnaissance, d'accomplissement personnel ou d'autre chose ? Parce qu'on a l'habitude de dire que c'est une réussite financière, c'est une réussite personnelle, artistique ou autre. Pour moi, comment je vois la réussite, mais je vais aller dans des termes très simples. Si tu tombes avec ta moto dans un caniveau ou dans la boue et que tu essaies de tirer parce qu'il y a personne, on te pose la question, est-ce que tu as réussi à le sortir? Alors, ça veut dire que tu avais un but super clair, sortir la moto. Si tu le sors, tu as réussi. Alors, ceci m'amène à atterrir sur le fait que dans ma philosophie de justement la vision afrofuturiste, l'idée c'est vraiment amener les gens à faire de la prospective. C'est que tu t'imagines un futur, tu t'imagines un objectif où tu le fais réel et tu dis je vais tout faire pour arriver à... Donc si tu te fixes un but et que tu arrives à l'atteindre, pour moi tu as réussi. Malheureusement, si tu ne le fixes pas et que tu es en train de faire la volonté d'un parent, d'une communauté, même si tu réussis, moi, je n'aurais pas tendance à dire que tu as eu le succès. Donc, le succès pour moi, c'est réussir ce que tu t'es mis comme objectif. Voilà. D'accord, donc c'est pour vous, la réussite, c'est avant tout l'aboutissement d'un projet, de quelque chose qu'on s'est fixé, un but dont on s'est fixé, et si on arrive au bout, c'est qu'on a réussi. That's it. Ok, c'est une belle... Atteindre son rêve. Atteindre son rêve, d'accord, ok. Vous avez un parcours hors du commun, entre le Tchad, le Canada et je pense le monde entier. Votre perception de la réussite a-t-elle évolué au fil des années, au fil des rencontres? C'est sûr que mes objectifs ont changé au fur et à mesure. Ce sont, je dirais, excusez l'anglicisme, upgradés. Avant de partir, comme vous le savez, moi je sors de Paris-Congo, né dans une famille relativement modeste et j'avais un rêve, c'était de partir avec mes frères, réussir à faire un jour le tour de la France ou jouer en France et peut-être quelques pays européens. Et ça a été fait. Après, on a fait une dizaine de fois le tour du monde avec le projet. Et puis vint l'idée de pousser plus loin la vision qu'on porte sur l'Afrique. Et moi, artistiquement, j'avais envie de placer la musique africaine dans des espaces ou dans des événements où elle n'a pas nécessairement accès. Donc là encore, je dirais que j'ai changé l'objectif. Ça a évolué et oui, je pense que j'ai atteint. Donc, quelque part, ça a changé. Alors, mais mon idée reste la même. Avoir un succès, c'est réussir à atteindre son rêve et finalement accomplir ce dont on a prospectivé. D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est que pour vous, il y a les fantasmes, il y a le rêve qui est devenu une réalité. Ouais, alors... Tout en évoluant avec le temps, c'est bien ça? Exact. Parce que c'est pas celui du départ, mais ça a évolué et ça a adapté à vos rythmes, à nos rythmes, à nos us et coutumes, à nos traditions musicales ou autres. Exact, oui. Après... le rêve premier, c'est justement sortir la musique tchadienne parce que il fallait aussi en Afrique se faire un nom. Et puis après, c'est ma réalité en Amérique du Nord avec les autres communautés. L'idée, c'est maintenant placer le son africain dans le monde et ramener. En tout cas, je vais faire ça large parce que le mot prospective va revenir un peu plus souvent dans notre échange et c'est très important. Et c'est amener les jeunes Africains de façon globale à s'imaginer un futur souhaitable. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme futur? Et ça, si c'est pas clair,
malheureusement, j'ai l'impression qu'on sera en train de servir quelque chose qu'on ne sait pas. Et pour aussi avoir le sentiment finalement qu'on a réussi, c'est si ce futur qu'on voudrait atteindre et on se met des étapes et qu'on arrive, là le sentiment de succès fait du sens, ou le terme succès fait du sens. Et donc moi avec mon art, c'était clairement de positionner. Aujourd'hui, j'estime qu'avec le fait que le Naija Music soit mainstream, il y a en partie un accomplissement de ce rêve que je voulais artistiquement, c'est que notre musique soit jouée comme n'importe quelle musique dans n'importe quelle boîte et dans des festivals aussi, avoir le symbole. Et j'ai l'impression que globalement la vision afrofuturiste est en train de prendre forme et faire sa place, faire son chemin dans tellement d'autres sphères. Donc en cinéma, aujourd'hui on commence à avoir des symboles. Et l'idée derrière tout ça, c'est arriver à décomplexer l'Africain et le jeune Africain, et continuer à travailler à être représenté, mais dignement. Donc, de prospection, vous êtes arrivé à devenir un flambeau et un porte-drapeau, que ce soit pour le Tchad ou pour l'Afrique. Quelque part, ouais. Quelque part. Ouais. Oui. Et c'est pas fini, on continue à pousser, parce qu'il y a encore du chemin à faire. Il faut absolument que le récit sur l'africanité change, le récit sur qu'est-ce que la tchaditude aussi change dans le monde, et je pense qu'on fait un bon bout de chemin, et il y a d'autres responsabilités et d'autres personnes qui doivent prendre un peu plus de responsabilités. Donc je parle un peu du modèle de leadership qu'on devrait redéfinir et tout ça pour arriver à notre fin. Pour utiliser des mots un peu plus crus, c'est ramener la tradition et l'Afrique au premier plan comme l'est la vision occidentale ou autre. C'est-à-dire arriver sur le devant de la scène et pouvoir être représentatif par la réussite, quelle qu'elle soit, au fait, qu'elle soit économique, artistique ou politique. C'est bien ça? Exact. D'accord, ok. Dans ce cas-là, ça revient à dire qu'on associe la réussite à la célébrité, à l'argent, ou pour vous, vous pensez que c'est une vision réductrice? Sérieusement, encore, on revient à l'idée de l'objectif premier. Moi, le sentiment d'être utile, le sentiment d'être quelqu'un d'important chez moi ou sur le continent, ça allait un peu plus que l'argent. C'est sûr que au départ, quoique je ne dis pas que l'argent n'est pas important, parce que aujourd'hui il y a mon côté business qui m'amène à maintenant, dans mes objectifs, l'argent commence à se montrer un petit peu plus au bout, mais avant c'était qu'on entende parler du Tchad, ça c'était très important pour moi. Après, placer la musique africaine dans certaines sphères, c'était très important pour moi. Parler de l'Afrique contemporaine, mais ouvert sur le monde, c'était aussi très important pour moi. La célébrité, ça allait un peu moins, parce que je vais le dire pour la première fois ici, je pense que c'est la chose qui me flatte le moins, parce que je suis un peu plus un gars de studio. C'est ce que j'aime faire le plus. La scène, c'est bien, mais ce que j'aime vraiment, c'est le processus de création. Donc, quand je suis seul, quand mes idées prennent naissance et que je finis une chanson, vraiment la vibe que j'ai l'est plus que quand je monte sur scène et que je le performe. Et si je pouvais bien vivre ma musique, avoir la reconnaissance, mais sans nécessairement être populaire, ça sera, je vais vous dire, c'est une situation idéale pour moi. Alors que après, il y a d'autres artistes où c'est important, la célébrité, parce que ils ont besoin de ce feedback du public qui valide, qui reconnaissent. C'est aussi valable. Et l'argent maintenant, qui est un peu le nerf de la guerre à beaucoup de niveaux. Moi, c'est ça. Aujourd'hui, je commence à regarder. Avant, je regardais pas. Comme combien est-ce que ça me rapporte de faire une tournée et calculer quel show me rapporte plus qu'un autre. Ça, c'est des choses que je ne regardais pas avant. C'est quelle scène de rêve est-ce que j'ai déjà réussi à jouer dans tel spectacle mythique ou tel événement? Qui est à la programmation? Oh my God. Jouer avant Salif Keita, ça faisait du sens. Ou tel artiste que j'admire. Aujourd'hui, donc je dirais, pour certains, c'est valable, mais à tous les niveaux, c'est valable.
si l'objectif premier, c'est l'argent, ben, ça reste une réussite. Si c'est la célébrité. Donc, je dirais pas que, nécessairement, on pourrait dire qu'il y en a un où c'est moins un succès que l'autre. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes l'artiste pour l'art lui-même d'abord. La célébrité, c'est du second plan, je peux comprendre, mais vous êtes célèbre malgré vous, étant donné que vous êtes les porte-drapeaux de ce pays, et étant donné que vous êtes les porte-drapeaux de ces pays. Mais c'est vrai que l'argent, comme vous l'avez dit, c'est le nerf de la guerre. Mais dans le métier que vous faites, il est aussi nécessaire pour pouvoir réussir, je pense. Oui, il y a... Après, la façon que moi je regarde l'argent, c'est un peu une forme d'énergie, une source d'énergie qui te permet de pousser plus loin et aussi de mettre confortable, parce que, comme on aime le dire, le succès a plusieurs parents et il faut que ceux qui sont autour, qui aident à ton succès, soient confortables. Donc moi, je veille à ça, que mes collaborateurs avec qui je travaille n'aient pas de problème de loyer. Oui, l'argent aide à résoudre. Après, aujourd'hui, je voudrais en avoir un peu plus pour répondre à beaucoup de besoins et de demandes que j'ai au Tchad. Si ça ne tenait qu'à moi, je pense que je suis bien. Je n'aurais pas nécessairement poussé à faire beaucoup plus d'argent. Mais pour être davantage utile au Tchad, c'est sûr que si j'ai plus de moyens, honnêtement, quand je reviens au Tchad, et j'aime le répéter, ce que ça me donne, c'est cette impression d'être quelqu'un de... Une certaine fierté. Ouais, mais vraiment important. La façon que les jeunes m'abordent, la façon que certains assises viennent me voir, et comme je me sens considéré et donc utile. Et donc si j'ai les moyens de faciliter certains jeunes ou certains entrepreneurs à réaliser ce qu'ils ont en tête comme rêve, c'est sûr que ça c'est un beau sentiment. Et alors je suis placé à chercher les outils pour pouvoir mieux aider. Pour mieux aider, pour faire avancer, évoluer votre art et l'afrofuturisme, je pense. Oui, et aussi placer sérieusement le Tchad sur le map. Sur le plan international. Exact. D'accord, ok. Et existe-t-il une différence entre la perception que vous faites de la réussite et la façon dont vous essayez de la partager au maximum et de pouvoir venir en aide au maximum aux jeunes et surtout aux Bleus Jaunes Rouges au Tchad, si vous voulez, sur la scène internationale? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une perception de la réussite entre l'Afrique et l'Occident? Existe une différence aussi grande qu'on la pense? Pas vraiment. Je pense que après, comme pour ne pas me répéter, c'est chacun son objectif. C'est sûr qu'après, un jeune Tchadien qui sort des conditions que j'ai connues a une visée différente. Amener ma musique hors de la frontière du Tchad, permettre à ce que mes parents aient à manger ou que mes frères puissent avoir accès à l'éducation, ça c'est certainement pas le souci d'un autre artiste à Montréal ou à Toronto. C'est sûr que ça c'est des besoins qui ont déjà des réponses chez eux. Du coup, c'est pas les mêmes objectifs nécessairement, mais entre l'Occident et nous, oui. Exact. Alors, la réussite reste quand même que si le gars à Montréal se dit voici le nombre de chiffres que je vais atteindre en business, ou voici le nombre de crowd que je veux avoir dans mes followers, et le Tchadien se dit moi, l'idée c'est d'arriver à faire un spectacle au Cameroun ou à Paris. S'il réussit, ça reste une réussite, et l'autre, idem. So, je pense que c'est la même perception. Je pense pas nécessairement que ce soit très différent. Non. C'est différent. Et donc, dans ce cas-là, je peux dire que le ressenti de ces contraintes est propre à votre expérience ou pas? Vous avez eu ces ressentis-là par rapport au fait que vous êtes parti d'ici au Canada, qui est l'Amérique du Nord, qui est une autre forme de réussite, parce que là-bas on a le culte de la réussite dans le sens du capitalisme, une certaine réussite qui est très très différente de chez nous. Donc, est-ce que dans votre propre expérience ça a pesé ou ça a joué? Non. Alors, pour m'assurer qu'on s'est bien compris. Moi, je ne vois pas, je ne dis pas que c'est très différent. Il y a des entrepreneurs ou des artistes où oui, le but aussi c'est le capital. Mais c'est pas, on dira pas que généralement en Amérique du Nord c'est le cas. Parce qu'on a plein d'artistes qui veulent faire l'art pour pouvoir le faire. L'art pour l'art. Exact. Et surtout se donner les moyens de continuer à le faire. Pour ne pas être obligé d'aller faire autre chose, ou changer d'études, ou changer de domaine. Mais
faire l'art et avoir la possibilité de continuer à le faire. Donc, et il y en a ici qui veulent faire l'art aussi pour faire du cash. Donc, j'en connais aussi des artistes ici qui, dans leur, pas nécessairement, mais beaucoup vont citer des noms de gens aussi pour qu'il y ait du cash. Donc c'est relatif. En Amérique du Nord aussi, il y en a qui vont dans des styles qui ramènent un peu plus de cash. Moi, moi, j'ai ma réalité. J'ai des combats, j'ai des convictions, ce qui me motive, ce qui carbure mon travail, c'est être sûr que le Tchad soit entendu, avec tous ces symboles. Donc, mouvement, son, langue, et malgré tout ça, que je puisse aller chercher des prix. Et je pense que j'en ai accumulé pas mal. Donc, quelque part, j'ai réussi avec un objectif, celui de placer le Tchad et l'Afrique. Après, tu peux en avoir qui ont la même chose. Aux États-Unis, c'est placer le Made in America. Et ils l'ont réussi avec le cinéma. Il y en a d'autres, c'est vraiment faire du cash. Le sport, le cinéma, sur tous les plans, oui. Exact. D'accord. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense que vous vous rendez compte plus là-bas et encore maintenant ici, les jeunes sont en plein dans les réseaux sociaux. Donc, beaucoup mesurent leur succès en nombre de likes et de followers, si vous voulez. Que pensez-vous de cette nouvelle forme de validation de soi, c'est-à-dire le rapport de soi à soi? C'est clair. Après, moi, je vais pas sonner conservateur et old school en disant que c'est pas valable. Je pense je suis technologue et je suis l'évolution et j'encourage que les choses bougent. Maintenant, j'estime que le monde virtuel, ça fait partie de notre réalité. Donc oui, quelqu'un qui réussit à avoir, mais alors la nuance c'est ça, avoir des likes ne veut pas nécessairement dire avoir des engagements. Donc c'est vraiment si l'artiste a des engagements virtuels, soit, mais des vrais, pour moi c'est valide. Après, on peut truquer les datas aujourd'hui, acheter des likes, pour nourrir l'ego, ça c'est autre chose. Mais maintenant, tu peux avoir quelqu'un qui reste chez lui et qui peut avoir beaucoup de likes, beaucoup de visionnements, mais il va annoncer un show, il y a personne dans la salle. Et il y en a qui n'ont pas grand monde, mais qui annoncent le show et il y a un crowd. Donc l'idée c'est avoir des vrais fans, des gens qui connectent avec ce que tu fais et qui résonnent avec justement ta vision des faits. Et je pense que c'est le plus important. Donc ça peut être valable dans un cas et pas valable dans l'autre si les engagements justement virtuels ne sont pas réels. D'accord. La réussite implique-t-elle souvent des sacrifices et quel a été le plus grand compromis que vous avez dû faire pour arriver là où vous en êtes? Alors, moi je dirais plus au niveau de la langue, ça c'était parce que j'ai eu une anecdote, j'ai été approché par Brian Kennedy qui est un gros producteur américain, justement qui a travaillé sur Rihanna dans ses premiers succès et Chris Brown. Ça j'ai posté au début que j'étais à LA avec ses producteurs et quand je suis arrivé, mais justement lui il avait un répertoire des chansons déjà faites avec des gens qui ont écrit en anglais et il a une vision super claire qui était valable, que ça aurait pu marcher avec un autre. Entre-temps, c'était ça, l'afrobeat arrivait et la seule chose qu'il me disait, c'est bien the African singing, la façon de chanter en africain, mais qu'il faudrait que je chante en anglais et c'est ça, que je m'adapte à un autre style. C'est sûr, en tant que jeune, je sais ce que ça représente au Tchad, que je sois dans ce circuit mainstream, ça aurait été énorme pour la jeunesse ici. Et ça résonnait pas avec l'objectif que je disais avant. Avec votre philosophie. Exact, de placer les symboles africains, nos langues. Donc, le gros compromis la chose que j'avais à faire, c'était laisser tomber la facilité à ces niveaux, à chanter dans des langues que les gens comprennent nécessairement, mais de garder nos langues. Donc ça, c'est pas facile, mais je pense que j'ai quand même eu raison finalement aujourd'hui de continuer à vivre de la musique et d'avoir une forme de succès. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Exact. Selon vous, comment encourager la jeunesse africaine à redéfinir la réussite en fonction de ses propres valeurs et non des standards imposés? Super belle question. Je pense que ça me permet
passer des beaux messages. Je pense que la première chose, c'est vraiment définir et imposer notre vision de qui nous sommes. Définir l'africanité selon nous. Moi, j'ai vécu l'Afrique avec une autre vision ici. Quand je suis arrivé en Amérique du Nord, mais c'est ça, j'ai découvert une autre Afrique. Et ça, c'est celle qui a été concoctée par l'Occident et revendue au reste du monde. Une Afrique qui est en besoin, qu'on doit aider, qu'on doit soutenir, miséreuse, bien apitoyée, là, à qui World Vision doit ramener à manger, à boire. À manger, ouais, c'est ça. Ouais, beaucoup de déchets. En passant, et qu'on doit éduquer. Une Afrique assistée, quoi. Exact. Et alors, dans l'idée, c'est vraiment, la première phase, c'est être conscient que nous avons été formatés par la bibliothèque coloniale, donc même nos élites, nos intellectuels et moi et vous, nous sommes victimes. On est tous. Donc il y a beaucoup de choses à corriger à ce niveau. Donc une phase à se décomplexer, donc reconnecter avec qui nous sommes. Et ça, c'est pas facile. Moi, ça m'a pris du temps pour réellement apprécier certaines valeurs ancestrales, reconsidérer certaines connaissances passées que par la bibliothèque coloniale, je me suis dit, bon, ça c'est dépassé, ça c'est du primitif. Donc, amener la jeunesse africaine à savoir qui nous sommes et c'est quoi le succès qui nous ressemble. Et c'est quoi le futur, encore une fois, que nous souhaitons. C'est un exercice que j'estime très, très important. Que nous sommes obligés dans une démarche collective de définir le futur que nous souhaitons. Donc, redéfinir les cartes, c'est-à-dire rebattre les cartes coloniales pour redéfinir une Afrique propre à nous, c'est ça? Non, comment est-ce qu'on projette le futur de l'Afrique? On voudrait que l'Afrique ressemble à quoi? Et commençons par le Tchad. Qu'est-ce que la jeunesse tchadienne s'imagine comme le Tchad idéal? Il faudrait qu'on soit capable de le voir, de le verbaliser. Et une fois verbalisé, mais que ça soit dans l'imaginaire collectif quelque chose d'évident. Et je pense que ça va remonter. Comme ça, les leaders, ils savent, voici ce que le peuple clairement ambitionne. Et je pense que si on arrive à prospecter ça, après, c'est les étapes pour y arriver qui sera, je pense, facilement définissable. Pour le moment, je pense qu'il y a beaucoup de luttes à tellement de niveaux et on a beaucoup de critiques de la politique et de la façon d'être et même de l'autocritique. On dit, le Tchadien là, toi là, tu connais pas le Tchadien, le Tchadien là. Et tous les Tchadiens parlent de ça. Et ça, c'est depuis la génération. On a une vision pessimiste et négative de nous-mêmes, oui. Et ça, c'est depuis la génération de nos parents. Donc, l'idée aujourd'hui, moi, ce que j'appelle notre génération à faire, c'est, alors, c'est quoi le Tchad que nous souhaitons vraiment? C'est quoi le futur du Tchad que nous souhaitons? C'est quoi le futur de l'Afrique que nous souhaitons vraiment? Il y a beaucoup de belles choses dans la posture de ce qui se fait au Burkina, je trouve, moi, je suis en admiration. Et il me semble qu'il y a comme une vision. Et en étant là, dernièrement à Ouaga, j'ai vu qu'il y a quelque chose global qui est en train de se passer. Le Burkinabé a comme une vision de ce que Sankara voulait d'eux. Et j'ai l'impression qu'il se voit. Et toutes les étapes, tout ce qui se passe, j'ai l'impression qu'ils sont en train de suivre une étape pour arriver vers une vision claire. Après, nous, au Tchad, où est-ce qu'on se voit? C'est quoi le futur? Tu prends un jeune, tu te dis, OK, allons-y, dans 20 ans, comment est-ce que tu vois le Tchad? Qu'est-ce que toi, tu souhaiterais voir du Tchad? Comment tu imagines la ville de N'Djamena? C'est quoi l'idéal? Et si on fait le tour et que tout le monde arrive finalement à trouver quelque chose que nous souhaitons tous les détails les combats inutiles de tribalisme, les coups bas, toutes ces choses, parce que je pense quelque part on n'a pas une vision claire. Nous tâtonnons, chacun, c'est la survie. Et si cette vision, je pense que si elle est super claire et qu'on sait que cette vision va servir l'intérêt de chaque personne, je pense qu'on fera abstraction de beaucoup de problèmes. Beaucoup de détails, beaucoup de frustrations inutiles. Et même le leadership, je pense qu'ils pourront s'aligner. Parce que la vision est claire au niveau collectif. Eux aussi font partie de la collectivité. N'est-ce pas? Oui. Et dans ces cas, qu'est-ce qui manque
pour que cette jeunesse arrive presque au même niveau ou suivre un peu l'exemple burkinabé, c'est-à-dire cette jeunesse tchadienne? Qu'est-ce qui nous manque? Ou qu'est-ce que vous pouvez leur dire je sais pas, vous avez de l'expérience sur ça, vous êtes aujourd'hui un porte-drapeau reconnu. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'on puisse suivre vos traces et celle de la jeunesse burkinabèse, quand vous dites qu'ils tendent vers cette africanité, cette philosophie à la Sankara? Qu'est-ce qui nous manque à nous? À notre jeunesse, plutôt. Moi, je pense qu'il y a deux, c'est sûr qu'il y a un aspect, court-termique ou le court-termiste que je dirais à court terme ou à long terme. Ouais, économique comme on a une tendance à il faut avoir ça maintenant. Donc quand je parle de la prospection, c'est vraiment se prendre le temps long, d'être capable de se dire voici ce qu'on veut atteindre et savoir prendre des étapes pour y arriver. Donc ici ce mode de pensée, si on arrive à le transmettre à différents niveaux, et commençant même déjà par l'école, je pense qu'il y a plein d'éléments à l'intérieur de ça. Donc, le travail sur notre complexe à s'accepter, à se considérer. Je ne voudrais pas, moi, en tant que jeune Tchadien, avoir le futur d'un jeune Américain. Ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi nous cherchons tous à aller en Occident, pourquoi nous cherchons tous à aller, à parler même, là, faut chorobi comme un Français, c'est parce que nous n'avons pas une vision claire de ce que nous ne nous voyons pas dans un futur. Donc, c'est sûr que si tu n'as pas une vision, une ambition claire, mais tu vas répondre à l'ambition de quelqu'un d'autre. Comme tu ne te vois pas, on ne voit pas le Tchad de demain super clairement dessiné, ben, on va essayer de prendre le futur d'un Français ou le futur d'un Américain. Et donc, c'est travailler collectivement à définir ce que nous voulons encore. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est travailler à définir clairement où est-ce qu'on se voit. C'est quoi le Tchad idéal pour nous? Et après, il y a aussi un modèle de leadership qui est super important. J'ai aussi l'impression que nos leaders improvisent beaucoup. Et le leadership modèle que je tiens vraiment, que moi j'admirerais, c'est vraiment un leader qui a une vision et qui a aussi la force de choisir des bonnes personnes pour l'entourer. Il y a un jeu qui se fait autour de ceux qui ont le pouvoir. Il y a beaucoup de complots. Tu peux avoir du talent, mais juste parce que tu as du talent, ça peut créer une forme donc on s'entend, on dit lui là, il est talentueux, mais son problème c'est l'orgueil, par exemple. Des fois, ça veut rien dire. Mais tout le groupe va répéter tellement que ça va arriver à l'oreille de celui qui a le pouvoir, le chef. Il va, comme pour le calmer de son orgueil, inventer, on va le mettre de côté. Un leader qui sait choisir ceux qui l'entourent. Aussi, tous ces changements qu'on voit avec les ministres qui restent 3 mois, 5 mois, 6 mois et qui sont... C'est clair qu'il n'y a pas... Il y a un sens de leadership, de choisir, de savoir l'instinct de choisir la bonne personne aussi qui a critiqué, à reconsidérer. La bonne personne à la bonne place. Exact. Si j'ai une approche de réponse, ce serait peut-être de promouvoir et de mettre en avant des modèles de réussite de ceux qui ont justement franchi ces étapes. Justement, vous me parliez en off là de votre beau jardin et le temps que ça vous a pris. Mais le temps que ça a pris. C'est à votre ferme. Et le temps que ça a pris pour avoir ça, vous avez un espace de rêve. Il faudrait que ça soit connu, il faudrait qu'on en parle. Et on peut citer beaucoup de modèles de réussite au Tchad. Malheureusement, ceux qu'on a, qui sont mis en avant, c'est beaucoup de modèles de réussite dans l'art de tuer ou de bien manier l'art, mais on reste toujours dans cette phase de sécurité et on tourne en rond. Pour moi, c'est ça, de passer de la base de sécurité à autre chose. On devrait oser aussi. Oser rêver. Oui, et se permettre, dire ok, là on a été assez, là il faudrait penser à passer à autre chose. Mais je pense qu'il commence à avoir des choses. Je vois du mouvement, il y a des choses qui bougent. Mais encourager ça et aussi mettre en avant des beaux modèles de réussite qui
Parce que après, comme vous dites, ils n'ont pas été éduqués. Les parents qui les éduquent, quel est le modèle qu'ils ont eu? Et donc, les jeunes aujourd'hui, c'est quoi le modèle qui revient à la télé ou qu'on voit dans la vie de tous les jours? C'est qui le parent qui débarque à la maison et qui, quand ça va pas, donne les sous? Donc, on doit promouvoir ceux qui le font bien, le nom de nos rues, c'est qui est-ce qu'on voit? C'est souvent, donc, est-ce qu'on va tous être des généraux? Est-ce qu'on va tous être des militaires? C'est ça donc être Zab et être Rajil, c'est l'art de la violence. Pour le moment, c'est ça qui est beaucoup et les modèles par exemple, en art, c'est pas évident. On a beaucoup d'artistes qui sont, en effet, talentueux, mais qui sont pas nécessairement sujets de réussite de vie qu'on voudrait avoir au pays. Donc, tu as des Gazonga, on sait comment ça finit, les Charlie Jazz, Africa Melody, Talino, non, citer ce qu'a Pecos. Et donc, maintenant, c'est trouver une façon pour que ceux qui s'en sortent, mais qu'on mette quand même devant, qu'on mette sous le nez des enfants et qu'ils se disent, OK, c'est possible. Parce que, par exemple, dans la showbiz, il y a des moyens, il y a de l'argent. Mais au Tchad, vient dire ça à un jeune ou à un parent, parce qu'on n'a pas de modèle. Non. So, l'idée, c'est de trouver des façons de promouvoir ceux qui se sont en sortis vraiment et qui peuvent être des sources d'inspiration. Donc, comment arriver à ne plus être formaté? Parce que si ça revient au fait que vous dites que nous, on a été formatés, ce qui n'est pas faux. On est sur un modèle qui nous rabat et qui nous pousse pas à aller plus loin que nous-mêmes ou plus loin que les bouts de notre nez. Parce que comment arriver à contourner ces formatages? Après, c'est sûr que le système éducatif, il faut commencer à regarder ça de près. Ça, on peut en parler super longtemps, mais moi, je pense que ce qu'on utilise pour allaiter nos jeunes, les jeunes cerveaux au pays, il faut commencer à regarder. Faites regardant à ça. On peut pas dire, on va se débarrasser de la néocolonisation, mais continuer à enseigner exactement ce qui a maintenu nos parents dans la colonisation parce que veut pas, le jeune aujourd'hui, c'est casquette retournée, Nike au pied, ou alors. Pantalon baissé. Exact. Et ça vient de ce qu'on nous a dit. Et tu parles anglais, mais t'es déjà comme dans la classe sociale, tu montes. Alors que imagine aller dans les époques où tu as comme un balafri. Quelqu'un de balafri, c'est quoi? OK, il a accès à la connaissance ancienne, où il a été dans des initiations où on a appris les anciennes valeurs ancestrales. Cette personne sort, toutes les femmes veulent, parce qu'il dit, OK, ça c'est un mature. Ça, aujourd'hui, quelqu'un de balafré, c'est un caddie, comme on dit, on dit des choux. Donc c'est juste décider au niveau éducatif, c'est quoi nos valeurs? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Est-ce que ressembler à un arabe, c'est ça, être valorisé dans la société? Est-ce qu'avoir une cravate, ressembler, être le plus proche? Cravate, hein. Oui, le plus proche du blanc, est-ce que c'est ça, le sens de réussite? Donc, tous ces codes sont omniprésents. Donc, c'est travailler à changer les codes, mettre les symboles qui sont les nôtres un peu plus en avant, je pense. Ça va aider à décomplexer. À travers l'éducation? L'éducation et même dans la vie pratique de tous les jours. Au quotidien, quoi. Oui, après, je suis pas nécessairement contre les religions, mais après, les gens passent beaucoup de temps aussi à s'éduquer à travers les livres saints. Mais dans ces livres, il y a des cultures importées. Comment voudrais-tu, justement, un jeune chrétien qui apprend il lit les trucs en français, il va parler de Dieu dans une langue comme ça, ou un jeune arabe ou musulman, ça vient avec une façon d'être. Donc, il va toujours voir l'arabe, le gars de l'Arabie Saoudite, comme un peu plus proche de Dieu. Mais il y a, inconsciemment, un complexe que nous avons. Dans la bouche, on va pas le dire, mais ça reste. Moi, je sais, même au niveau de l'arabe, parler l'arabe tchadien, tu as l'air de, quelqu'un qui se débrouille. L'arabe de Bangor. Exactement, on dit l'arabe de Bangor. Mais encore, mais si tu parles l'arabe qui est proche de l'arabe de l'Arabie Saoudite, tout de suite, tu as l'air un peu plus classe. Ou alors, tu vas parler le français avec un bon chorbi. Voilà. Avec des grands mots français que la plupart des gens, voilà, là, tu as l'air de quelqu'un de brillant et d'éduqué, qui n'est pas nécessairement vrai, là, parce que moi, j'ai eu du temps avec des oncles qui sont venus,
parce qu'on avait eu un cas de funérailles. J'ai passé une semaine à les écouter, mais il y a tellement le savoir de l'organisation de leur comité, comment et j'en ai appris énormément là. Et ça, c'est des gens qui sont restés proches de la nature, sont restés proches d'une réalité, comment gérer une communauté, des tensions, mais ils ont trouvé des formules jusqu'à ce qu'aujourd'hui, bon, on va débarquer des gens de N'Djamena qui débarquent, qui vont commencer à ramener, là c'est le chaos un peu, parce qu'on ne tient plus compte du savoir ancien, de ce savoir qui a gardé un certain équilibre, une certaine balance. Notre savoir-faire traditionnel et ancestral, Oui. qui pour les jeunes n'est pas une réussite, alors que c'est la base même Mais pas pour les jeunes, je parle de tout le système. De tout le système, oui, parce que c'est notre savoir-faire, on préfère avoir les savoirs qui sont dans un livre, au lieu d'appliquer alors qu'on a des savoir-faire ancestraux qui ont fait leurs preuves. Exact. Comme pendant le dialogue, tu peux imaginer les chefs traditionnels qui étaient là, mais tu viens, tu parles un français ou un anglais de Oxford, mais c'est sûr que c'est toi qu'on écoute d'abord. Après, lui là. Les vieux l'ont laissé tomber. Exact. Si vous pouviez revenir en arrière, adopterez-vous une autre stratégie ou changerez-vous votre façon d'être? Ben, il y a peut-être des choses que je ferais un peu mieux. Comme quoi? J'aurais moins tendance à écouter certains grands frères à l'époque, quand j'ai commencé ici à N'Djamena, qui m'ont obligé à taire certaines choses que je connais, sous prétexte que c'est comme ça que tu montres du silence. Ouais, c'est comme ça que tu es humble. Par exemple, ça c'est des choses que si aujourd'hui je repars, ça va être différent. Moi j'ai commencé, c'est ça, j'avais 8 ans et après à 13 ans, c'est là qu'on commence à faire des petits shows, mais il y a des choses que je ne peux pas montrer parce que je me dis ça va frustrer tel grand, il va dire il est orgueilleux quand il monte sur scène. Ça c'est des choses que j'aurais changé, donc j'aurais écouté d'autres voix. Après le reste, je pense que j'ai eu des difficultés, mais ça m'a forgé et ça m'amène aujourd'hui à apprécier encore aujourd'hui avec tout ce que j'ai vu dans le monde et le nombre de voyages que j'ai fait. J'apprécie encore de monter en avion, j'apprécie encore de dormir dans des hôtels 5 étoiles, j'apprécie encore d'être en première classe. C'est des choses je me sens encore chanceux de le vivre. Le voyage forme l'esprit, pardon. Non, et en plus, vous êtes précoce jusqu'au bout, à ce que je vois. Pardon? Vous avez commencé à 8 ans, donc vous êtes précoce en tout. En tout, je sais pas, mais... En tout cas, dans tout ce que vous entreprenez dans l'art, vous êtes précoce, donc c'est pas mal. C'est sûr, mais ça fait que par toutes ces difficultés que j'ai connues, aujourd'hui, je pense, me garde de relativement modeste et humble, et donc j'apprécie vraiment encore. Donc j'aurais pas trouvé des chemins courts pour arriver plus vite. Voilà. Ce sont un peu vos garde-fous, quoi. Exact. D'accord, ok. Et si vous deviez dîner avec une personnalité qui incarne, selon vous, la réussite, qui serait-ce et pourquoi? Alors, je dirais Lumumba. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Et Mandela aussi. Mandela aussi. C'est la force de la résilience qu'ils ont et aussi je pense une connaissance de la société assez poussée. Je n'oserais pas dire que je pourrais, mais j'ai l'impression que le temps d'un dîner, j'aurais des questions, des questions j'apprendrai des choses avec eux. Mandela, spécialement de réussir à avoir accès au pouvoir, vivre tout ce qu'il a vécu, et sa lecture de ça. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est ce qu'elle est, parce qu'il a su gérer son émotion par rapport à régler des comptes personnels, et mettre en avant en premier l'intérêt de son peuple, être capable, pas de pardonner, mais de tolérer ses bourreaux pour atteindre justement son objectif. Donc, et réussir à être président de la République. Même pendant et après, quand tu deviens président, il y en a combien avoir la force de finir ton mandat et de le laisser, même quand le peuple, parce que dans son cas, le peuple le demande, même le monde entier, d'être capable de dire ça me suffit. Exact. Et ça, c'est pas beaucoup d'humains qui arrivent à faire ça. Et Lumumba, qui est l'autre, qui est un peu plus différent.
Je pense que je m'en tiendrai à commenter Mandela. En tant qu'afrofuturiste, si on retourne un peu dans le passé, c'est une philosophie qui s'approche un peu, pas politiquement, c'est socialement et culturellement. L'afrofuturisme s'approche un peu de la philosophie qu'avait eu Tombolbaye. Revenir à nos racines, à changer nos noms. Parce que moi, en discutant avec vous, ça me fait penser à... Ouais, la politique de la tchaditude. De la tchaditude. La politique culturelle et sociale qui est propre à l'africanité, si vous voulez. À la C'est sûr. Il y a des hommes hors pair comme ça, à son époque, de savoir déjà qu'il est important d'être fier de qui on est. Ça c'est particulier. Oui, donc l'afrofuturisme, la petite nuance avec celui de Tombolbaye, c'est que oui, il faut faire un travail, comme j'en parlais cet après-midi. La vision future occidentale, western, c'est vraiment le succès, c'est que tu pars d'ici et tu t'en vas. Donc, il y a quelque chose de vertical. Tu t'envoles, oui. T'en vas, donc, de revenir à ça, c'est que tu as chuté. Mais dans la culture africaine, c'est plutôt cyclique. Donc, tu pars d'un point, mais réussir vraiment, c'est revenir d'où tu es parti. Point de départ. Donc, les racines. Et dans ce que j'allais dire avec la différence, c'est que, oui, le travail de revenir à qui on est, pour nous permettre de projeter un futur qui nous ressemble. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire, oui, j'imagine un futur africain, mais si tu ne sais pas c'est quoi, ou tu définis mal c'est quoi l'africanité, si les jeunes définissent l'Afrique aujourd'hui à travers ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à vouloir ressembler à quelque chose qu'on ne sait pas. Du copier-coller. Exact. Donc, pouvoir définir un futur africain, mais il faut savoir c'est quoi être africain. Sans complexe. Sans complexe, c'est clair. Vous pouvez me compléter cette phrase? Je me sentirai vraiment accompli le jour où... Le jour où je verrai les propos sur l'Afrique complètement changer. Et que on parle de l'Afrique comme un continent leader et décideur sur ce qui arrive, le futur de l'humanité. Égal à égal. Et le jour où on parlerait du Tchad comme faisant partie des pays leaders du continent. Et quelles questions aimeriez-vous vous poser vous-même? Qu'y a-t-il de plus important que la culture d'un peuple? Et la réponse est? Ben là, pour le moment, je travaille comme si c'est la chose la plus importante. Je vais pas nécessairement penser... Donc, vous continuez à la cultiver, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a autre chose qui soit plus importante que la culture? Ouais, c'est la question que je me pose. Et vous avez trouvé la réponse ou pas encore? Non. Pas encore. Donc, bonne recherche. Maintenant, de toutes les questions que je vous ai posées, j'aimerais, on reste dans le cadre de l'afrofuturisme et de nos cultures et de nos traditions, ouais, que vous en choisissez une ou vous en avez une autre, que vous en choisissez une et que vous la faites en dialecte. Je pourrais pas vous la poser parce que j'aurais du mal en langue, pas en dialecte comme on dit, en langue maternelle. Que vous je vous posais ou je réponde? Vous choisissez celle-là ou une autre que vous allez la faire en Sara, je crois que vous parlez le Sara. Oui. Te kumte. Kem duna tke rayan ye ke te kumte majini ke riwa ba. Ma mudake te la mudakta na Sara ni mene. Re nyani nda kemit ka dara nuni. Re girine bien iso bulu. Am ndor mare tek bien ba yanon la Sara dene akene réussir wani. Adre yane Sara ni re girkum. O yane Sara ni unju rang aden biri yam madam sakarto be. Ore ba re gira irakla. Mbonga re od nya yek biri no wayno nomne la Sara na réussir ni. Te ikum tninu. De kreg ik nga gus
la kolo do yan ba ne rem nga gusku ya mra kuju ba no nom te kum tara dore ko no re ram bong ringa kuju ba te kum no kre ba ne ne re nga ne wutro wo nga dia ngan ga inda kuju ba no ne te kum tare nga wutro dia wo inda kuju ba te kum no de kre wa te tam ya mo no ni ba ka de ya gir ka e jigno ni ka de te ndaga ka de girn ka ma god no ma ndo bi gutu ni festival gwa ala ne lu kunda yan krigin muje yan gir ka de kundu gu total no ni mamra mbong ba munda no ni ba amnen te kum ni no donc te kum tini selon yan ne giri ne mam sa gar la ka de marani yan no te kum ti ma. Très belle sonorité et merci. Merci Caleb de cet échange superbe. En tout cas, j'ai beaucoup appris à vous connaître surtout et à connaître les personnages que vous êtes et ce que vous représentez pour nous les Tchadiens à l'extérieur parce que vous portez très haut notre drapeau, le Tchad et l'Afrique y compris et que vous êtes un homme non seulement simple mais modeste aussi et ça, j'avoue que j'apprécie la bonne personne pour cette première émission parce qu'on voulait que ça soit aussi simple et un toi merci de me recevoir. Et surtout on a appris votre parcours et votre philosophie, tout en sachant que vous êtes précoce, commencé à 8 ans pour arriver. Je suis passionné, en tout cas, merci beaucoup. Merci de me recevoir et merci à toute l'équipe. C'est un honneur et toujours un plaisir de revenir anytime. Anytime, c'est noté. Yes. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine rencontre.